Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast des Cafés Business. Je suis Cyril, cofondateur de ce réseau qui rayonne dans toute la France, qui regroupe une communauté de professionnels. Et l'idée de ce podcast est très simple, c'est de mettre en avant et mettre en lumière une personne, un parcours. Et tout ça est possible grâce aux équipes de Bmotion, notre partenaire. Et je rappelle que ce podcast est tourné chez Now Coworking, qui est aussi partenaire des Cafés Business. Pour ce premier podcast, j'ai le plaisir de recevoir Yacine Abdessadki, ancien footballeur professionnel, qui donc va nous parler de son parcours, de ses victoires, de ses échecs et de comment il a rebondi et de son après-carrière. Salut Yacine. Salut tout le monde. Bienvenue dans ce podcast. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Alors je t'avoue, moi je suis un peu stressé. C'est mon premier podcast des Cafés Business. J'en ai déjà fait d'autres, mais celui-là c'est mon premier. Toi, tu es coach en performance aujourd'hui. Déjà, tu as l'habitude des mises en lumière, tu as l'habitude des interviews. Comment tu appréhendes un peu cet échange qu'on va avoir? Et donne-moi un petit tips pour redescendre. Ouais, la méthode la plus simple pour pouvoir appréhender ce genre d'événement, c'est vraiment d'être le plus positif possible, de bien respirer, d'avoir une respiration vraiment souple et bien profonde et de penser à des choses hyper positives. Tout va bien se passer. Et de savoir, de se projeter, de visualiser tous les moments positifs lors de cet événement, lors de cette prise d'image, par exemple, de ce podcast, de la meilleure des façons. Les questions vont être posées de la façon la plus claire, les réponses vont être données de la façon la plus claire aussi, et de la plus positive. Tout va bien se passer. Ok, alors merci déjà pour, pour les astuces. Donc je disais, tu étais coach en performance, tu étais aussi ancien footballeur au Racing Club de Strasbourg notamment, mais pas que. Beaucoup de gens ici, donc d'ailleurs je rappelle, on est en présence d'un public aujourd'hui pour ce premier podcast. Beaucoup de gens ici te connaissent pour tes années de footballeur au Racing. Tu as joué dans d'autres clubs, mais toi tu viens pas de Strasbourg, toi tu viens du sud de la France. Dis-nous un petit peu. Oui, en fait, je suis niçois de naissance. Et j'ai grandi, en fait, majoritairement, j'ai fait mon enfance à Toulon. Donc, mes parents vivent à Toulon actuellement encore. Et donc, j'ai fait ma formation footballistique à Toulon. Ouais. Et j'ai terminé ma formation à Strasbourg à l'âge de 17 ans, où je suis arrivé donc à Strasbourg. Et j'ai continué ma formation. Et après, bon, bien évidemment, j'ai commencé ma carrière de footballeur professionnel à Strasbourg. Alors tu disais que tu étais à Toulon. Quand on est un jeune adolescent qui joue au foot, qui a envie d'être pro, comment on se retrouve à Strasbourg? Alors, par le biais, je veux dire, d'opportunités, pas forcément du hasard, mais j'ai toujours été dans l'élite du football régional, notamment à Toulon. Donc, j'ai eu la chance de grandir dans le club phare qui est le Sporting Club de Toulon. Ouais. J'ai été au centre de formation là-bas. J'avais intégré à l'âge de 16 ans déjà le groupe professionnel à Toulon. Et par la suite, le club a déposé le bilan au mois de mai 98. Okay. Et pour un jeune comme moi qui était au centre de formation, trouver un centre de formation au mois de mai, c'est quasiment impossible. Ouais. Les inscriptions se font en amont, des fois l'année civile d'avant. Et donc, j'ai eu la chance, grâce à Philippe Tiss, qui est un ancien de Strasbourg, un ancien aussi international français, qui est passé par Lyon, l'Olympique de Marseille, qui était mon entraîneur à Toulon, Okay. qui a pu m'avoir un essai à Strasbourg, en équipe réserve, qui était dirigé par Yvan Poliken à l'époque. Ouais. Et donc, ils m'ont bien accueilli. Et j'ai pu faire mon essai blessé, Okay. mais en parlant de gestion du stress. Pour faire un essai et t'es blessé. Et j'étais blessé, ouais. J'ai terminé la saison à Toulon blessé, avec une pubalgie, et je suis venu donc à Strasbourg avec cette blessure. Mais tout s'est bien passé finalement. Donc, l'essai a été hyper concluant, même si j'étais diminué. Et la suite, Mais on la connaît. Quand on a 16-17 ans comme ça, à quel moment on se dit je veux être footballeur professionnel? À quel moment tu te dis c'est le métier que je veux faire? Alors, pour ma part, moi, j'ai commencé le football à 4 ans et demi. Ok. En club, en école de foot. Ouais. Donc je pense que j'ai eu ça dans le sang. C'est des choses innées, hein, des choses, voilà. Le foot, j'ai toujours aimé. Autour de moi, j'ai une famille de footballeurs. Okay. Tout le monde jouait au foot. Je viens d'un quartier où les jeunes jouaient au foot sur le bitume, en bas des bâtiments. Donc c'était aussi mon quotidien après les devoirs, bien évidemment. Ouais.
Et donc voilà, j'ai grandi avec un ballon ou une chaussette, office de ballon, ou Voilà. quelque chose qui ressemblait à un ballon. Donc je m'amusais tout le temps avec quelque chose de rond, Ok, balle au pied. voilà. Et donc oui, donc c'est à l'âge, j'ai envie de dire, à l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé aussi à voir des matchs à la télé. Je comprenais la réalité de ce sport. Mhm. Et sentant que j'avais aussi certaines aptitudes, certaines qualités, ben, j'ai voulu en faire. Alors, mon métier, c'est un grand mot. J'ai Un voulu rêve. être professionnel. J'en ai fait mon rêve. C'était quoi être professionnel à l'époque? Enfin, dans mon esprit, c'était de jouer face aux grandes équipes, Ouais. de passer à la télé, d'être dans des grands stades devant des spectateurs, Ouais. notamment jouer contre l'Olympique de Marseille, qui était mon club de cœur, qui est toujours mon club de cœur quand même indirectement. Pardon. Ouais, entre autres, il y en a d'autres. Et donc, oui, jouer le Paris Saint-Germain, jouer l'AS Monaco. Donc, tous ces clubs-là, ben, j'allais les voir jouer, hein, Ouais. des fois dans leur stade. Et donc, pour moi, c'était ça. C'était jouer. Il n'y avait pas d'aspect financier. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre du football, gagner de l'argent. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Hein. Ouais. Travailler, je ne savais pas ce que ça voulait dire non plus. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc, ça a toujours été ça. Et donc, j'ai envie de dire que dès lors que j'ai eu ce rêve, finalement, j'ai commencé ma carrière de footballeur. Ok. Parce qu'on peut commencer, en fait, dès lors qu'on s'est fixé cet objectif Ouais. de devenir professionnel, eh ben, l'entreprise qu'on commence et notre quotidien est régi un petit peu par ce rêve qui nous anime et qui nous pousse à atteindre des objectifs au quotidien, de performer au quotidien, de devenir bon, en fait, Mhm. au quotidien et d'avancer étape par étape pour atteindre ce rêve. Alors moi, je me mets dans la peau de ton entourage, ta famille, tes amis autour de toi, un jeune de 16-17 ans qui veut devenir footballeur professionnel. Comment ils l'ont pris? Et est-ce qu'ils t'ont soutenu ou au contraire, tu as des gens qui ont essayé de te dire attends, non, ce rêve, il est peut-être pas un peu trop ambitieux, pardon. Bah, je vais vous expliquer surtout le début. C'est vrai que dès mon enfance, tout le monde autour de moi avait confiance en moi. Tout le monde voyait en moi un joueur talentueux, Ok. capable d'être au plus haut niveau. C'était de mon âge, le niveau régional, au plus haut niveau dans lequel je pouvais évoluer. Et, euh, et donc j'ai eu ma famille, mes oncles, mon père, tout le monde m'accompagnait à l'entraînement. Quand il n'y avait pas ceux de ma famille, j'avais des voisins que je considérais comme ma famille, donc Ouais. comme des oncles, même si c'était que des voisins, des jeunes du quartier qui m'accompagnaient à l'entraînement. Je vais vous dire même encore mieux, lorsque certains de mes copains faisaient des bêtises, même pas très grandes, j'avais leurs frères, leurs grands frères, qui me mettaient des barrières, qui m'interdisaient d'aller faire ces bêtises-là, Ouais. des fois plus qu'à leurs frères, parce qu'ils ils voyaient chez moi quelqu'un qui avait du potentiel pour exister dans ce monde-là, et ils voulaient surtout pas que je gâche ce talent en faisant des bêtises. Donc j'ai été couvé, j'ai été protégé du monde extérieur dans lequel je Ok. vivais. Ouais. Et ça m'a forgé aussi, ça m'a créé, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et ça m'a forgé mon caractère. Ouais, l'entourage, c'est hyper important. C'est Surtout dans ce primordial, moment-là, c'est ouais. primordial C'est pour primordial. performer. Donc tu arrives à Strasbourg, tu connais rien. Comment on fait pour s'intégrer dans une région qu'on ne connaît pas? Est-ce que ta famille t'a suivi? Est-ce que tu es arrivé tout seul? Comment tu t'intègres avec tes nouveaux collègues du coup? Comment ça se passe cette intégration? Donc je suis arrivé à l'âge de 17 ans. Ouais. Il faut savoir aussi une chose, c'est que ça a été réfléchi. Quand Toulon a déposé le bilan, ce que j'ai dit à ma famille et ce que j'ai dit donc à Philippe Tiss, mon mentor, je lui ai dit que je souhaitais partir le plus loin possible du sud de la France. Ok. J'avais des opportunités. Potentiellement, je pouvais signer à l'AS Monaco, à l'Olympique de Marseille, Montpellier, l'OGC Nice. Il y avait plein de Ouais. centres de formation dans le sud. Et j'ai fait aucune demande dans ces centres. Aucune. Le but pour moi, c'était d'aller le plus loin possible pour me focaliser le plus possible sur mon rêve, qui était de devenir footballeur professionnel. Et d'éviter, même si j'avais un caractère et une mentalité assez forte, d'éviter toute perturbation, toute influence possible extérieure ou toxique à ce rêve, à ce chemin pour atteindre ce rêve. Donc, aller le plus loin possible. Il y avait cette opportunité, donc il a pu me l'avoir. Donc, c'est Strasbourg-Toulon, c'est quand même pas à côté. Ah non, ouais. Et donc, je suis arrivé ici au mois de juillet. Donc, comme je l'ai dit, j'ai été agréablement surpris de l'environnement. Très verdoyant, arboré, très lumineux. On était au mois de juillet, c'était en T'arrives plein en novembre, soleil. c'était pas la même.
on y vient. Ouais, voilà. Donc j'ai dit ok, c'est nickel. Ouais. Donc j'ai fait cet essai qui était hyper prolifique, ça a été hyper positif. On a signé immédiatement. Ils ne voulaient pas me laisser repartir. Donc on a pu tomber d'accord, on a signé. Donc je suis arrivé. Alors moi je suis boosté par la confiance. On m'a toujours tellement accompagné, on m'a toujours dit que j'étais le meilleur. Et on m'a montré que j'étais le meilleur. Et on se battait un petit peu pour m'avoir à Toulon pendant le petit recrutement des jeunes. Ok. Et mon environnement a toujours fait en sorte de me faire gagner confiance en moi. Et j'ai toujours cette vision aussi positive de ce que j'étais capable de faire. J'ai toujours été surclassé, je jouais toujours avec les grands. Donc je voyais que j'avais du potentiel et j'avais des atouts quand même. Donc quand je suis arrivé ici, je suis arrivé aussi avec ce même potentiel, cette même confiance en moi. Donc rien ne pouvait me démonter. Mhm. Et moi, je pense que c'est ce qui a plu aussi. Donc quand je suis arrivé ici, on était en plus dans un hôtel. Il n'y avait pas de centre de formation. Le centre de formation, c'était l'hôtel Urbania à l'époque, qui est l'hôtel Ibis, qui est en face, qui est à côté du Basket Center, Ouais. avenue de Colmar. Et on avait un étage pour nous. Donc pour moi, c'était le rêve. Je vis comme un pro en fait. Ouais. J'ai un étage, j'ai une chambre pour moi d'hôtel. Donc c'était très particulier. Mais c'est pas ce qui m'a empêché d'être focus sur le travail que je devais accomplir au quotidien pour performer. J'ai toujours été conditionné à ce que il fallait travailler pour réussir. Rien ne pouvait arriver par hasard. Mhm. Donc j'étais un travailleur très clinique. D'ailleurs, on m'appelait, j'ai une petite anecdote, au centre de formation, donc à l'hôtel, quand on mangeait tous ensemble au réfectoire en bas, je faisais des cours à mes coéquipiers Ouais. de nutrition. Interdiction de manger du ketchup ou de la mayonnaise, par exemple, Ouais, bien alors sûr, qu'il y en ouais. avait sur la table. Alors c'était mon surnom, c'était mayonnaise. Ok. Donc on m'appelait mayonnaise dans l'équipe parce que j'interdisais à tout le monde de manger des cochonneries, quoi. Donc voilà, l'état d'esprit que j'avais et qui a toujours été la même jusqu'à présent d'ailleurs. Je vais continuer de t'appeler Yacine si tu Bien le permets. évidemment, je préférais. Donc du coup, tu arrives, tu t'intègres, tu comprends que ton bien-être passe aussi par le bien-être des autres. Cette histoire montre justement l'exemple. Je fais le parallèle avec le travail en entreprise. Le travail d'équipe, c'est hyper important, mais il y a aussi pas mal de concurrence. Comment tu fais pour jongler entre le fait qu'il faut que l'équipe fonctionne bien, il faut que tout fonctionne bien, mais que on est dans un centre de formation, il faut que tu performes par rapport aux autres. Il faut savoir une chose, c'est qu'on nous a toujours aussi conditionnés à ce que pas tout le monde puisse réussir. Ouais. On est dans un groupe où il y a un objectif à moyen, long terme, et pas tout le monde va arriver, va passer à la ligne finale, la ligne d'arrivée. Moi, je ne me posais jamais cette question. Pour moi, tous les jours, si j'étais le meilleur, eh ben, automatiquement, je m'approchais vers mon rêve. Et donc, potentiellement, je m'approchais de la ligne d'arrivée, donc d'être professionnel. Donc, montrant tous les jours de travailler de la sorte donc j'entreprenais ce qu'il fallait. Mon capital, c'était mon corps et mon esprit. Ouais. Donc, j'ai tout fait pour faire fructifier ce capital-là. Donc, je m'entraînais durement le matin, la journée. À l'entraînement, j'étais toujours le premier, je partais le dernier. J'étais hyper exigeant envers moi-même. Et par la force des choses, comme c'est un sport collectif, eh ben, j'étais hyper exigeant envers mes coéquipiers. Ouais. Je voulais qu'ils avancent en fait comme moi j'avançais. J'avais des capacités athlétiques qui me mettaient toujours en avant. J'étais toujours le premier sur les tests athlétiques et tout ça. Et donc, je voulais que tout le monde avance, donner le maximum. Je ne critiquais rarement, en tout cas jamais, presque jamais, l'aspect technique. Par contre, si on ne donnait pas le maximum sur ce qu'il y avait à entreprendre, ça me gênait. Et donc, j'avais toujours la méthode assez difficile, dure du bâton pour faire avancer mes coéquipiers. J'ai toujours eu ce leadership-là. J'ai toujours été un leader dans mes équipes. Donc, c'était naturel chez moi de mener la barque. J'ai appris par la suite que ce n'était pas toujours la méthode la plus efficace sur le long terme. Je me suis frictionné plusieurs fois avec mes coéquipiers, même si à chaque fois j'atteignais les objectifs collectifs grâce à ce bâton-là. C'est quand même fou. À cet âge-là, avoir une maturité comme ça, de se dire j'ai envie de réussir, voilà le plan. C'est pas, enfin, tu vois bien les générations les gens de cette génération-là, c'est très compliqué. Ce qui te motivait, c'était toujours la même chose, passer pro, la vision, c'est ça? Oui, surtout que je savais que ça allait être difficile. Et j'ai intégré très rapidement en fait le monde professionnel. Ouais. Je suis arrivé au centre de formation donc au mois de juillet. Je suis arrivé blessé, donc je suis resté quelques semaines, même je crois un mois, peut-être 2 mois sans jouer, à soigner ma pubalgie.
Et en fait, quand j'ai réintégré la compétition, j'ai joué que quelques matchs avec la réserve, donc la CFA d'Yvan Pouliken, et on m'a intégré très rapidement au mois de décembre dans le groupe professionnel. Ok. Donc ça prouvait que j'avais vraiment des qualités, qu'ils croyaient en moi. Mais ça, c'est pas aussi grâce à ça que l'activité professionnelle a été officialisée. Donc j'ai intégré le groupe Pro, certes, je m'entraînais avec eux, mais après, l'autre difficulté, c'est d'être vraiment un joueur professionnel, c'est-à-dire jouer des matchs. Ouais. Le statut d'être un professionnel, c'est pas ça. Être un professionnel, c'est de jouer en professionnel. Ok. Quelqu'un qui est sur un banc de touche et qui dit ouais, moi je suis un joueur professionnel au Real Madrid, pardon. Eh ben ouais, non, tu es un joueur du Real Madrid, mais t'as pas beaucoup joué. Donc pour moi, t'es pas un joueur du Real Madrid. Ok, ouais. Donc il faut de l'activité. Je voyais des choses comme ça. Mais par contre, j'étais très patient. Je suis resté quand même quelques années à pas avoir beaucoup de temps de jeu Ouais. dans le monde professionnel, parce qu'à l'époque, les jeunes ne jouaient pas forcément. C'est surtout les noms, ceux qui avaient de l'expérience qui jouaient. Même si à l'entraînement, je montrais énormément de choses positives, je montrais aussi que des fois, j'étais au-dessus d'eux, mais ce n'est pas ce qui faisait que j'étais titulaire ou que j'avais plus de temps de jeu. C'était les croyances de l'époque, des entraîneurs, et voilà, ils avançaient avec leurs armes. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on est bon, on performe, peu importe l'âge. Comme dit, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir, Kylian, mais ne me parlez pas d'âge. Ok, ouais. Ne me parlez pas C'est d'âge. la même mentalité. C'est la mentalité. Ouais. Je veux dire, en fait, il faut savoir une chose, c'est pas l'âge qui crée l'expérience. C'est la pratique qui crée l'expérience. On peut avoir commencé le foot à 15 ans et avoir 3 ans, et arriver à 18 ans, 19 ans, avoir un bagage plus qu'un joueur de 28 ans qui a fait que des petites apparitions et qui n'a pas beaucoup joué. On le voit actuellement. Ouais. Combien de joueurs de moins de 18 ans qui sont à la porte du Ballon d'Or. Donc, c'est un état d'esprit Ouais. qu'il faut avoir. Penser entrepreneuriat, parce que notre corps, c'est une entreprise. On est dans une Intéressant. entreprise. On est une petite entreprise dans une grande entreprise. Ouais. Donc, notre corps, c'est notre capital qu'il faut faire fructifier et qu'il faut manager. Donc, au quotidien, avec tout ce que nous faisons dans la journée, il faut le peser et se dire est-ce que c'est bon ou moins bon pour atteindre sur le chemin de mon rêve et de mon objectif. Si c'est pas bon, il faut le balayer. Ok. Même si on a le droit à l'erreur et que voilà, il y a Bien des sûr. choses moins graves que d'autres. Mais si tous les jours je vais dans un fast-food, à un moment donné, j'ai de fortes chances d'échouer, de me blesser et donc de saboter ma progression. Ah, tu sais que tu as toutes les clés en main pour avancer. Surtout quand on a des compétences. Ouais. Surtout quand il y a des gens qui croient en nous. Ce que je dis dans mes coachings, c'est que si des gens extérieurs à vous vous montrent qu'ils ont confiance en vous, c'est impensable que vous n'ayez pas confiance en vous. Ouais. Vous êtes la meilleure personne pour vous-même. Vous devez vous traiter comme un VIP. Ouais. Se traiter comme un VIP, c'est se parler de la meilleure des façons. Comme vous voulez vous parler d'une façon à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse réussir, vous devez vous parler de la même façon. Vous devez vous voir grand, vous devez vous voir beau. Pas juste pour vous voir beau, juste pour vous mettre dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est grand, de quelqu'un qui est fort, de quelqu'un qui est beau. Et automatiquement, le cerveau fera le nécessaire pour vous envoyer l'énergie nécessaire pour avoir cette posture-là. C'est pareil dans l'entrepreneuriat. Il faut que tu te C'est la même positionnes chose. comme un expert parce que tu es un expert dans ton domaine. Tu maîtrises peut-être pas tout dans la gestion de ton entreprise, etc., dans ta relation client, etc. Mais par contre, dans ton domaine, tu es un expert. Totalement. Et il faut prendre cette confiance justement pour envoyer, quoi. Et ce qui va faire la différence dans l'entrepreneuriat, comme dans le sport et dans la vie, c'est la mise en action. Ouais. C'est qu'en fait, on ne pourra jamais savoir quand on y arrive si on n'essaie pas. Et ce qui va faire qu'on va gagner en expérience, c'est l'échec. C'est échouer. Ce que je dis tout le temps, c'est allez, échouer. Les gens me regardent comme ça, ils me disent mais non, il faut réussir. Je dis non, vous n'avez pas compris. Je ne vous ai pas demandé de réussir, je vous ai demandé d'échouer. Échouer rapidement, plus vite vous allez réussir. Mais si vous n'échouez pas, ben vous ne serez jamais un grand entrepreneur, vous n'allez jamais réussir en fait. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez jamais le goût de cette saveur-là de la chose non réussie, de l'échec, qui va vous dire bah, ok, c'est le chemin à ne plus prendre. Le jour où vous allez arriver en haut de façon la plus facile, avec un ascenseur, et que vous allez arriver en haut et que vous allez échouer en haut, la chute elle va être vertigineuse, elle va être très très Ça va rude. faire mal. Et arriver en bas, vous n'allez jamais vous relever. Quelqu'un qui a eu un chemin, lui, sinueux, où il s'est cassé la gueule plusieurs fois, lui, arriver en haut, il aura les codes pour pouvoir, il aura l'odeur. Quand ça va arriver, l'échec en haut, pour lui, il va se rattraper à une branche et va pouvoir rebondir très rapidement. Ouais. Il n'y aura pas le même impact. Parce qu'il Par aura contre, déjà échoué avant. parce qu'il aura déjà échoué avant. Il aura l'expérience, il aura le vécu pour pouvoir gérer cette situation. Toute une question de feedback. Ce que je dis aussi, c'est qu'en fait, on n'est jamais dans l'échec. Tomber, ce n'est pas un échec. Ce que je dis, moi, c'est que c'est presque un échec. Pourquoi presque un échec ? Parce que c'est réellement un échec que si on abandonne et qu'on reste au sol. Si on se relève, finalement, c'est plus un échec, c'est du feedback. C'est que du retour d'expérience. C'est que des données. C'est que de la data. Et grâce à ça,
on peut emmagasiner dans son subconscient, dans ce disque dur, une méthode encore supplémentaire pour ne plus aller dans ce chemin néfaste et négatif. Alors tu parles des échecs, mais tu as connu bien sûr des victoires. Tu gagnes 2 coupes avec le Racing, tu intègres le groupe, tu gagnes 2 coupes avec eux. Gérer un échec, c'est difficile. Gérer une victoire, comment ça se passe? C'est la même chose. La frustration ne nous fait pas performer. La frustration, encore une fois, je viens de terminer là-dessus, c'est que c'est du feedback. C'est juste de la donnée qui nous permet de nous corriger et de refaire la chose de la meilleure des façons. Donc juste refaire différemment pour pouvoir devenir meilleur sur le coup d'après. Lors des victoires, un but, un gain, une coupe ou quoi que ce soit, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on a trop d'euphorie, finalement, on n'est plus dans le moment présent et on ne va plus mettre le process qui nous a permis de réussir. Ouais. On va être euphorique, notre cerveau, lui, est à l'ouest et il vagabonde un peu dans l'euphorie et à un moment donné, hop, on est surpris parce qu'on n'a pas mis le process et on pense qu'on avait réussi avec une baguette magique. Et donc, on se retrouve à échouer et à se retrouver finalement comme tout le monde. Gagner une coupe, c'est la même chose. Aujourd'hui, on gagne, mais dès le jour d'après, on repart à zéro. Il faut repartir sur les premiers matchs à gagner pour arriver à la finale et après potentiellement encore gagner la finale. Ouais. Et ça passe pas par des matchs, ça passe par des entraînements. Ouais. On découpe tout ça en fait. Ouais. Le grand objectif, découpé en plusieurs micro-objectifs au quotidien qui nous fait gagner des marches et qui nous rapproche de cet objectif-là. Ouais, parce que la difficulté, c'est pas c'est de gagner, mais ce qui est encore plus dur, c'est de continuer à gagner. Totalement. La progression, l'évolution. Tu as 17 ans et ensuite tu prends de l'âge, tu avances. Dans le milieu sportif, ça va très vite, les carrières sont assez courtes, oui. Une quinzaine d'années en moyenne pour les plus chanceux. Justement, comment tu t'adaptes à ce changement physique, ce changement de mentalité, cette maturité supplémentaire qui arrive? Comment on fait pour s'adapter et comment tu continues de faire la différence? Ouais. Comme j'ai expliqué, c'est de se mettre un protocole. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, je vais performer. Alors, comment je vais m'approcher le plus rapidement possible de mon rêve, de mon objectif? Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable de faire déjà sur un premier pas qui va me permettre de devenir meilleur que juste avant, simplement. Et donc, il y a des méthodes à mettre en place. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Pour moi, à l'époque, c'était plus compliqué parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux. Se former, c'était compliqué. D'avoir du coaching, c'était compliqué. D'avoir des coachs à l'extérieur, on n'en avait pas, à part ce que notre coach pouvait nous donner. Ouais. Donc, il fallait qu'on se débrouille par soi-même, de ce qu'on pouvait imaginer, de ce qu'on pouvait entendre. Et donc, on n'avait pas une multitude d'options. Donc, c'était souvent inné. Moi, je savais qu'il fallait travailler dur. Ouais. Donc, ce n'était pas toujours intelligent, parce que je ne savais pas si ce que je faisais était juste ou pas. Mais à la sensation, au feeling, je me disais, je suis en mouvement. Ouais. Au moins, je ne suis pas à l'arrêt. Donc, j'allais à la musculation, je faisais des programmes. Peut-être que je faisais mal ma musculation, mais au moins, j'étais en action. Et je sentais que je progressais. C'était pas optimal. Après, on va revenir sur l'optimisation. Ouais. C'était pas optimal, mais je progressais. Des fois, je me blessais. Des fois, je voyais que je faisais pas le bon geste. Et sur le terrain, c'était pareil. Des fois, je faisais pas les bonnes actions, je faisais pas le bon geste, mais j'essayais de me corriger. J'avais toujours cette vision cérébrale des choses. Donc, j'étais très cérébral et automatiquement, je me conditionnais. Donc, beaucoup dans la visualisation, sans savoir ce que c'était. Hein. Je le dis aujourd'hui, le terme visualisation, mais à l'époque, je le faisais inconsciemment. Tu sais, tu parles de travail, de performance, tu es tout le temps dans cette autodiscipline. C'est très dur, on le sent, que tu as beaucoup travaillé pour arriver là où tu es allé. La question, c'est est-ce que tu t'amuses quand même? Tu arrives à t'amuser? Moi, ça a été toujours du plaisir, le football. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, l'enjeu ne prenait jamais l'emprise sur le jeu. Ouais. Okay. C'est pas parce qu'il fallait gagner, il fallait se fixer un objectif comptable. Moi, l'objectif, c'était que le mien. Okay. Moi, gagner, perdre, je savais que ça passait de toute façon par ma performance, plus la performance de lui, plus la performance de l'autre. Que moi, je ne pouvais pas faire la différence forcément tout seul. Donc, je donnais le maximum de moi. Je me concentrais aussi de façon, encore une fois, automatisée, parce que c'était en moi, c'était ancré. Je motivais, donc je guidais les autres de la meilleure des façons, même si des fois, c'était peut-être pas juste, mais je donnais ce que je savais pour que tout le monde puisse tirer dans le même sens. Après, compliqué, bien évidemment. Compliqué de toujours performer, compliqué de se dire que ça va être tous les jours facile. Il y a les blessures, il faut gérer aussi les blessures. Émotionnellement, c'est aussi compliqué parce qu'il se passe d'autres choses aussi dans la vie. Là, on parle de sport. Ouais, mais la condition optimale, c'est quoi finalement? La condition optimale, c'est se dire je suis dans un environnement, je suis dans mon microcosmos, et dans ce microcosmos-là, tout doit être associé
à mon but premier qui est le maintien de mon statut professionnel ou d'aller plus loin, devenir champion du monde ou peu importe l'objectif. Et donc ça, il faut savoir le mettre à l'intérieur tous les outils et donc tous ces aspects-là de la façon la plus précise possible. Et comme si on était dans une bulle hermétique et qu'on voulait y faire y rentrer que des choses utiles. Et en sortir aussi que des choses utiles. Et ça, c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société où on est très souvent des suiveurs. On est plus souvent influencé que des influenceurs. Et que c'est compliqué d'être en marge. Parce que quand on a des méthodes, quand des fois, il y a un groupe qui va, je dis une bêtise, va se retrouver en boîte de nuit et que tout le monde sollicite tout le monde, dit allez, ce soir les gars on va en boîte alors que demain il y a entraînement, c'est dur de dire non. C'est très dur de dire non. C'est dur de dire non, on veut faire partie du groupe et c'est pas dire que je reste à la maison. Non, je sortais moi aussi donc j'y allais. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, à travers ça, il ne faut pas oublier une chose, il ne faut pas non plus extrapoler les choses. Sortir, forcément, on peut se dire ouais, mais bon, il y a le côté professionnel, c'est compliqué. Il y a entraînement, ils vont se blesser, ils n'ont pas à sortir. Mais en fait, pour être performant, il faut aussi décharger. C'est qu'on a une charge mentale tellement forte dans ce milieu qu'à un moment donné, il faut se dire quel est mon échappatoire ? Comment je peux sortir un petit peu de ça ? Et surtout, comment on peut aussi recréer de la cohésion ou continuer à créer de la cohésion. Donc, les sorties en groupe permettent de créer de la cohésion sociale, bien évidemment, mais surtout de décharger mentalement et surtout aussi de recréer de la cohésion opératoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le terrain, grâce à la cohésion sociale, ce qu'on va mettre en place pour atteindre l'objectif commun, on va le faire ensemble. On est attirés, donc l'objectif c'est d'aller gagner le match ensemble parce qu'on est soudés, on va mettre la stratégie ensemble, on y croit, donc on a mis une cohésion opératoire. On va tout même si on ne s'aime pas, le but il est tellement plus grand que notre ego qu'on va se plier à ça. Et tu sais, dans ce que tu dis, on se retrouve pas mal dans tout ce qui est la gestion d'entreprise, la gestion d'un groupe, le management dans une entreprise. Quand une boîte envoie ses équipes en team building, ce genre de choses, c'est hyper important de forger quand tu es un manager. Toi, tu as été un peu le leader des équipes par lesquelles tu es passé. Ton job, c'était aussi, au-delà du football, au-delà du sport, c'était aussi de maintenir cet esprit d'équipe. Oui, moi parmi d'autres. Je parle de moi parce que c'est ce que je faisais, mais il y avait d'autres aussi leaders dans les équipes. J'ai appris aussi des meilleurs. J'ai eu des mentors qui étaient au-dessus de moi, des joueurs plus âgés, plus capés, notamment comme Corentin Martins, qui était pour moi, ça a toujours été mon mentor. On a joué longtemps ensemble. Et quand je vous dis que c'est dur de percer, c'est que devant moi, il fallait que je prenne la place de Corentin Martins, un numéro 10 de l'équipe de France, qui était l'avant Zidane. Donc c'est Zidane qui remplaçait Corentin Martins. Donc pour moi, en plus, le voyant tous les jours, je savais que ça allait être compliqué de gagner ma place. Son expérience, son vécu, c'est compliqué. Donc manager, quand on est entrepreneur, c'est la chose la plus importante. La technique, on s'en fiche. Dans son salon, on peut être le meilleur technicien. Mais au moment de stress, là, qu'est-ce qu'on devient ? On devient comme tout le monde. Si on ne sait pas gérer ses émotions, et notamment le stress, on est monsieur et madame tout le monde. On sera un simple salarié sans expérience parce qu'on n'a pas su gérer ses émotions et donner le maximum de soi. Submergé par cela, on arrive à faire des erreurs comme n'importe qui. Alors que dans son salon, à la maison, sans stress, on est capable de faire des exploits. La communication va faire qu'on va performer. La relation entre les salariés va faire qu'il y aura de la productivité. Comment obtenir ça ? C'est le métronome, c'est le maestro, le chef d'entreprise qui va devoir communiquer, tirer le maximum de chaque individu, chaque salarié, et donc parler avec leur langage, et de ne pas parler avec un langage commun, de parler dans le langage de chacun pour en tirer le maximum et le plein potentiel. Si on ne fait pas ça, automatiquement, il y aura à un moment donné des prises de bec, on va se rentrer face à un mur, il ne me comprend pas, je ne comprends pas aussi, pourquoi il ne me comprend pas, pourtant je lui parle de cette façon, alors que peut-être cette personne a un profil d'apprentissage qui est totalement différent. On engage tous nos sens dans l'apprentissage. Il y en a qui sont auditifs, il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont kinesthésiques. Mais si on est chef d'entreprise et qu'on ne connaît pas ces codes, finalement, on ne comprend pas pourquoi ils ne comprennent pas. Ça ne fonctionnera pas. On n'a pas les codes. Donc, l'importance de pouvoir manager, c'est quoi ? C'est de parler déjà le même langage avec chacun, avec tout le monde, d'avoir un objectif commun et de fédérer. Fédérer, c'est quoi ? Fédérer, ce n'est pas par la force des choses. J'oblige personne à me suivre. Fédérer, ça doit être naturel. Comment ça devient naturel ? La légitimité. Mon vécu, mon expérience de vie, mon expérience en tant qu'entrepreneur, tout ce que j'ai pu inculquer, mon état d'esprit aussi, ma personne,
comme elle est, mon caractère Ouais. peut faire que, et l'objectif que j'ai fixé pour mon équipe. Ça peut être que ça. Même si moi, je ne suis pas apprécié, ce que j'ai fixé comme objectif, finalement, va attirer tout le monde dans mon sillage. Donc, plein de paramètres qui font que je peux performer en étant, encore une fois, un bon manager. Ah, le travail aussi qui peut être difficile, c'est que tu es constamment obligé de te remettre en question et de t'adapter à tes équipes. Dans les entreprises, les gens viennent, les gens partent. Dans les clubs de foot, c'est pareil. Il y a deux mercatos par an, les équipes changent. Toi-même, tu as changé d'équipe. Tu as joué pour Toulouse, tu as joué à Grenoble, tu as joué à Fribourg. À chaque fois, tu dois t'adapter à cette nouvelle situation. Ça se passe bien à chaque fois? Non, pas du tout. Ouais. Il y a de vraies complications. Ah ouais. Mais en fait, ce qui va. J'ai toujours, je vous l'ai dit juste avant, c'est que ça devient un échec réel si on reste au sol. Moi, ma force, c'était de savoir me relever. Que je me blesse, que je ne joue pas parce que je ne comprends pas. Ouais. Alors, il y a des, je n'avais pas tous les je n'avais pas tous les codes. Si j'avais pu avoir tous ces outils-là, à mon époque, je peux vous dire que j'aurais géré ma carrière différemment. Ouais. J'aurais peut-être eu la même carrière, mais j'aurais géré mes quotidiens différemment. Parce qu'il y a plein de moments où je me dis, ah, j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça, j'aurais peut-être pas dû aller voir le coach, et que j'ai laissé mon ego prendre le dessus sur La gestion de l'ego, ouais. sur ma conscience. Ouais. Et donc ça, c'était pas possible. Aujourd'hui, je ferai pas les mêmes erreurs. C'est ce que je prône, c'est pour ça, c'est ce que je prône aujourd'hui dans mon quotidien. Mais c'est compliqué de se dire, on va toujours réussir. Il faut se préparer. Moi, du moment où j'ai commencé ma carrière, je me suis toujours conditionné au fait que demain, tout pouvait s'arrêter. Demain, tout peut s'arrêter. Le soufflet, il peut redescendre, il peut retomber. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue, je m'accroche, je trouve une autre voie? Si demain, je dois aller pour faire subvenir, je dois subvenir aux besoins de ma famille, ben, j'irai à l'usine. Il n'y a pas de sous-métier. C'est-à-dire, si je dois aller dans un métier qu'on dénigre, socialement, qui est en marge, eh ben, je le ferai, si c'est ce que je dois faire. Ouais, bien sûr. Donc, je suis toujours conditionné à ça. On a beau dire des fois, oui, il ne faut pas de plan B. Pour moi, il faut toujours se conditionner à avoir un plan B. Par contre, donner le maximum sur le plan A. Ça, c'est une chose. Après, encore une fois, on n'est pas maître du résultat. Ouais. On peut mettre des process en place. La chose qu'on ne maîtrisera jamais, c'est la finalité. Et ça, il faut l'accepter. Ouais. Bah, tu me lances sur le sujet. J'allais arriver à parler de reconversion, l'après-carrière. À quel moment tu sens que tu es sur la fin sportivement? Pour quelles raisons aussi? Parce que peut-être que mentalement, tu le sens plus. Peut-être que tu n'as plus envie. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? À quel moment tu te dis, il faut que je commence à préparer la fin? Chez chacun, c'est différent. On n'a pas toujours le même état d'esprit. Il faut savoir une chose, c'est qu'on n'a pas le même vécu. On n'a pas la même éducation, les mêmes croyances. Donc tout ça fait que on a une vision de la vie différente les uns des autres. Son prisme, on a notre prisme qui est différent. Comme je l'ai dit avant, je me suis toujours conditionné à me dire demain tout peut s'arrêter. Ouais. C'est pas pour autant que j'ai arrêté de. Je n'ai pas vécu. Je me dis ce que je peux faire maintenant, je le fais. Demain, je fais attention sur mes, on va dire sur des placements financiers Ouais. pour assurer mes arrières. Si demain tout s'arrêtait, ben j'ai de quoi voir venir un petit peu, mais je me suis pas restreint sur mes envies, pas sur mes besoins, parce qu'on n'a pas besoin d'autant, mais sur mes envies. Donc je me suis fait plaisir. Étant jeune, je me suis fait plaisir durant ma vie, dans toute ma vie, mais sans regretter. Et donc tous les placements vont faire que voilà, je me suis formé, j'ai tenté, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat très très jeune. Dès l'âge de 20 ans ou 21 ans, j'avais un salon de coiffure, j'avais une salle de sport. Donc je sais ce que c'est, sans connaître le métier. Ouais. C'est-à-dire que je suis allé sans réellement de compétences d'entrepreneur, mais avec un mindset de déterminé, Ouais. de champion. Par contre, techniquement, c'est vrai que j'ai fait des erreurs. Ça n'a pas forcément marché, mais c'est ce qui a fait que les entreprises qui ont suivi ont fonctionné. Donc, les erreurs ont fait les échecs ont fait que j'ai grandi, je m'en suis inspiré, j'ai corrigé, et après, j'ai eu plus de réussite. Mais encore jusqu'à aujourd'hui, on se lance dans des projets voilà, on peut avoir des codes, on peut avoir des convictions, de grosses convictions, de fortes convictions, mais on ne doit jamais avoir de certitude. Parce qu'on ne maîtrise vraiment pas notre environnement. Et même si on est expert dans un domaine, il y a trop de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Donc, il faut vraiment se conditionner à ça, donner le maximum. Donc, en tant qu'entrepreneur, foncer avec mesure. Ce que je dis, il faut travailler dur. OK. Faut être dans l'action.
il faut être dans l'action. Il faut travailler dur. Mais en fait, ce que je dis surtout, avant de travailler durement, il faut travailler intelligemment. On a tendance à nous dire, allez, travaille dur, travaille dur, travaille dur. On l'entend très souvent. Mais en fait, si on travaille de façon erronée, que notre process est erroné, on va dans le mur à chaque fois. Ouais, on travaille dur, mais c'est un béton armé, je ne traverserai jamais. Donc, le process initial, c'est ça la méthode, la SMART. C'est d'être vraiment conscient qu'il faut avoir le protocole de réalisation le plus juste possible et le plus réalisable possible. S'il est bon, on y croit, on est déterminé, on s'y accroche. Et là, on est dans le travail dur. Donc, travailler intelligemment, puis travailler durement. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et après, on a plus de chances de pouvoir réussir notre entreprise. La réussite, c'est quoi? C'est subjectif. Il y en a, ils veulent être juste heureux, vivre une aventure humaine. Il y en a, c'est financier. Il y en a, peu importe. Il y en a, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent dans leur entreprise pour être heureux. Il y en a pour qui c'est de se fixer une certaine somme à l'année. J'allais te poser la question, si tu me le permets. Est-ce qu'à un moment dans ta carrière, l'argent t'intéressait? Clairement. À quel moment tu t'es dit, déjà tu passes d'un statut de jeune, puis tu commences à être pro, tu gagnes de l'argent, comme les professionnels. À quel moment tu te dis, mais l'argent c'est important, je vais peut-être signer dans ce club-là parce qu'il y a plus d'argent. C'est quoi le rôle de l'argent dans tout ça? C'est moteur. C'est moteur réellement. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, c'est là où il y a le danger, et c'est ce que je prends encore au quotidien. Il y a le danger du je passe de rien et très rapidement, sans connaître la vie, sans connaître la vie d'un homme, je gagne de l'argent. Des fois, on est mineur, on gagne aussi de l'argent. Donc, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on en fait? Si on n'a pas une éducation financière accrue, clinique, ben, c'est très, très difficile. On le voit jusqu'à aujourd'hui. Et des multimillionnaires qui sont retrouvés à la paille, notamment dans le football, parce qu'ils ont commencé très jeunes et qu'ils ont tout dépensé et qu'ils ne faisaient pas attention à l'après-carrière. Et que malgré les millions emmagasinés, ben, ils se sont retrouvés avec plus rien à la fin de leur carrière. Ce qui est remarquable. Comme je dis, tant qu'on est capable de dépenser 1 million ou des millions par jour, on peut avoir le même rythme de vie qu'une personne qui gagne le SMIC. Mais ça peut vite faire tourner la tête. J'ai vu récemment un article dans le journal qui disait que le joueur le mieux payé du Racing à Strasbourg, donc on est sur un club quand même à l'échelle de la France, voilà, mais de la Ligue 1, mais de la France quand même, le joueur le mieux payé gagne 150 000 euros par mois. Enfin, c'est astronomique. Bien sûr. En plus, avec la conjoncture, les salaires augmentent, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. La question est là. Qu'est-ce qu'on en fait? S'ils ne sont pas entourés, pas forcément pour gérer leur argent. Le but, c'est pas forcément de prendre leur argent comme tous ceux qui essayent de le faire, sans dire que ce sont des escrocs. Mais malheureusement, il y a des gens, des fois, quand même, qui sont malsains, qui sont malveillants. Bien sûr. Et qui pensent à leur intérêt personnel, tous ces professionnels-là, plus que l'intérêt du client. Donc, s'il n'y a pas des gens bienveillants autour d'eux qui vont les éduquer surtout, et dire, OK, je vais t'éduquer financièrement, je vais te donner des axes d'investissement, de placement pour pouvoir faire fructifier ou placer ton argent de la façon la plus sûre, et de préparer par la suite, donc préparer ton après-carrière. Ben, si on n'a pas des gens comme ça, malheureusement, on ne sait pas où on va. Donc on le dépense parce qu'on est capable d'acheter une nouvelle voiture, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, les publicités, ben, on se dit, OK, ben, moi aussi je veux vivre comme une star. Moi aussi je veux acheter ça. Faites-le. T'as flambé? Ouais, bien sûr. Ouais, bien évidemment, mais sans regret. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus animé par ça. Ouais. Qu'on ait les moyens ou pas, c'est pas le problème. C'est juste en fonction du moment, ben, j'avais besoin de le vivre. J'avais besoin de me sentir aussi là-dedans et de dire, OK, plus tard, si je ne les ai pas, au moins, je n'aurai pas de regrets. Ouais. C'est ça surtout. Tu l'as fait. Et aujourd'hui, je l'ai fait et je le regrette pas. Ouais. Ma vision, elle est tout autre aujourd'hui. J'essaie d'inculquer à mes enfants autre chose que ce que j'ai pu, moi, vivre, d'être moins dépensier, mais d'être plus entrepreneur. Oui. Et j'espère qu'ils prendront cette voie-là. C'est pas facile, mais j'espère qu'ils prendront cette voie-là. Qui c'est qui t'a accompagné, toi, là-dedans, justement? Pas grand monde. Pas grand monde. Personne. Ouais. C'est avec mes connaissances, avec ma capacité de... T'as un agent, peut-être? J'ai mon agent, mais mon agent, il s'occupait de mes contrats. Okay. Et là aussi, le danger, c'est qu'on n'a pas forcément toujours des agents autour de soi qui ont ces compétences-là. Ils s'occupent de négocier des contrats sportifs avec des clubs. Et c'est tout. Ils font marcher leur réseau. Ils ne sont pas capables de nous accompagner dans toutes ces dimensions qui vont faire que nous allons performer. D'où le fait d'avoir créé un peu mes structures permettant d'accompagner un joueur dès le plus jeune âge, finalement, dès l'âge de 7-8 ans, vers son chemin, vers son rêve ultime. On va l'éduquer, l'accompagner, le coacher, lui donner des codes pour qu'il soit autonome
et l'accompagner dans sa carrière professionnelle, et encore pendant sa carrière professionnelle, et après sa carrière professionnelle, jusqu'à qu'il n'ait plus besoin de nous finalement. Bah, super transition. J'allais parler de l'après-carrière. Justement, tu décides d'entraîner les jeunes, d'accompagner les jeunes. Tu lances la Propulse Academy. Explique-nous ce que c'est. La Propulse Academy, c'est quoi? En fait, avec tout ce vécu-là, pendant toutes ces années, donc j'ai emmagasiné pas mal d'expériences. Mais il me manquait pas mal de choses, ce que j'ai expliqué juste avant, justement pour optimiser mon quotidien, pour optimiser ma performance. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est ce que j'ai acquis toutes ces années, les formations qui ont fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai fait des formations sur le comportement humain, donc je connais au plus profond de lui-même, donc l'humain, tous ces codes, tous ces mécanismes permettant finalement euh, de- d'entreprendre au quotidien la meilleure des choses, qui est de devenir meilleur que ce qu'on est jusqu'à présent. Je ne fais pas d'élitisme. Dans l'académie, je dispense d'entraînement pour des joueurs qui sont en club, Ok. qui En veulent se plus de leur performer entraînement, alors. en plus de leur entraînement. Donc, je fais de l'individualisation. Ok. Je prends ce qu'ils ont Tu leur dis de comme pas manger de capacité. mayonnaise et de ketchup. Jamais de mayonnaise, de Voilà. ketchup. Ok. Je leur dis, faites confiance. Ok. Croyez-moi sur Ils ont parole. quel âge? Quel âge ils ont? Je les prends à partir de 8 ans. Ok. 8 ans, Ah, des c'est fois en très dessous, jeune. en fonction. Oui, bien Ouais. sûr. Mais il n'y a aucune raison de les prendre plus tard. Ok. Au lieu de les rééduquer, ben, je les éduque. Je leur donne des codes dès le plus jeune âge pour pas qu'ils aient de parasites entre-temps, et après avec tout ce qu'il y a, ce que ça demande comme énergie pour pouvoir les rééduquer et changer tout ça. Donc, je dispense de ces entraînements. C'est du développement personnel Ok. à la fois et du À 8 ans, développement du mental. développement personnel, c'est fou. Ouais, Non, mais mais c'est le fou. mot est peut-être fort. Ouais. Mais en fait, c'est quoi du développement personnel? C'est juste de devenir meilleur Ouais. pour soi. Devenir meilleur tout simplement. S'améliorer. Mais s'améliorer. Mais là, on parle de foot, donc on peut se dire ça peut être que technico-tactique ou athlétique. Ouais. Ben non. Avant de parler de technique, avant de parler d'athlétique ou de tactique et de technique, ben en fait, il y a surtout l'engagement du cerveau, l'engagement de son corps, de son état d'esprit. Donc si j'ai les bons outils, je me parle de la meilleure des façons. J'accepte l'échec. J'ai un mindset de déterminant, de déterminé, de champion. Automatiquement, je vais tendre vers l'excellence. Juste tendre vers l'excellence fait que déjà, ils ont réussi. Où ils arriveront, moi, ça, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Eux non plus. Par contre, ce que je peux leur dire, même leur promettre, c'est que s'ils ont la volonté, avec ces outils-là, ils deviendront meilleurs. Et meilleurs très rapidement. Et même au quotidien. Après, encore une fois, c'est avec leur capacité. On met des process individuels en fonction des capacités, des préférences, des préférences motrices de chacun, et même intellectuelles. On met des protocoles en place et ils essayent de le respecter au quotidien. Donc c'est très clinique, mais c'est ce qu'il faut pour performer finalement. Je suis coach en optimisation des performances. Donc qui dit optimisation, tout ce qui va amener à la performance, eh ben, je me dois de leur transmettre. Je me dois de les accompagner là-dedans. Ce qui est intéressant dans l'académie, c'est que je ne leur impose rien. Ils sont actifs de leur réussite. Je leur donne des codes, mais surtout, je les questionne énormément. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils apprennent. Je leur apprends à apprendre, en fait, simplement. Et donc, ces outils-là, ils sont utilisés et utilisables dans leur quotidien, que ce soit dans leur foyer, à l'école ou dans leur vie de tous les jours, avec leurs copains. Donc, ils se prennent en main. Et si demain, ils décident d'arrêter et de prendre une autre voie que le foot, mais parce qu'ils se sont posés ces bonnes questions existentielles et dire voilà, je veux me fixer un autre objectif et voilà, j'ai des valeurs et que je veux atteindre finalement, je vais prendre une autre voie, ben, je lui serre la main et je dis mais t'as tout compris à la vie. C'est exactement là vers ce que je. L'idée, c'est pas de créer une académie de futurs professionnels de football. Non, de personnes épanouies. Ok. Simplement. C'est intéressant. Et les parents, ils ont conscience de ça quand ils amènent leurs enfants Oui, mais à la fois, je coach aussi des parents. Ouais. Bah, j'allais dire, c'est un vrai travail. Je pense qu'ils viennent te voir avec beaucoup d'ambition. Pousse-le à la réussite. Faut peut-être un peu calmer. C'est ça. Bien sûr. Mais comme dit, j'éduque et je coach les parents aussi. Je leur explique qu'il n'y a pas de projet, je ne sais pas quoi. C'est votre enfant, il faut qu'il prenne du plaisir. Par contre, ce que je leur donne, c'est des méthodes d'apprentissage. Donc, si vous voulez qu'ils apprennent, en plus que mes outils d'apprentissage en plus sont pertinents, parce que j'ai un panel de technico-tactique du footballistique qui est assez large, ben, s'ils mettent ces outils-là d'apprentissage, en plus avec les méthodes et donc les exercices, ben, ils vont être meilleurs. Ils risquent d'aller très haut. Et tu n'accompagnes pas que les enfants. Tu accompagnes aussi les adultes, les professionnels, chefs d'entreprise, les équipes commerciales, etc. Dis-nous un petit peu comment tu les accompagnes. Tu en as déjà pas mal parlé, mais
comment tu es capable de les accompagner et vers quoi tu peux les emmener. Il faut comprendre une chose, c'est que quand on est sportif de haut niveau, on est un entrepreneur. Ouais. Je pense qu'on a pu le comprendre avec tout ce que j'ai dit avant. On est un entrepreneur, pourquoi? Parce que notre capital, c'est notre corps et qu'il faut entreprendre. Et inversement, l'entrepreneur lui-même est un sportif de haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir ce mindset-là de champion, avec de la détermination et d'avoir tous ces codes de management qui va faire il va se conditionner soi-même et conditionner son équipe pour qu'il performe, et pour qu'elle soit productive. Donc automatiquement, les deux sont liés. Il faut savoir une chose, c'est qu'on sécrète plus facilement de la dopamine, l'hormone du plaisir, à travers le sport que dans l'entrepreneuriat ou dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc automatiquement, j'essaie toujours de faire le lien dans mes coachings avec le sport, de faire des petits exercices, même des fois dans mes coachings ou dans mes formations, pour des entrepreneurs ou même des salariés, assez sportifs. Donc je les mets dans leur environnement. Ok, mais Yacine, je vais te dire ce que beaucoup de gens ici vont te dire. J'ai pas le temps de faire du sport, Yacine. Ouais, je sais. Et en fait, le sport, c'est quoi finalement? Là, parce qu'on voit très très loin, on se dit ouais, performance, ok, musculation, ok, bodybuilder, ok, Ouais. ou courir, faire le Ça fait marathon. peur. Ouais, Non, ça me fait flipper, juste là. être en mouvement. Ouais. Je veux dire, quelqu'un Rester qui est resté actif. Ouais. La performance, c'est quoi? C'est juste dire, encore une fois, je le dis, c'est d'être meilleur que la veille. Ouais. Si hier, je courais pas, si aujourd'hui je cours, ou je marche tout simplement, Mhm. ça y est, j'ai gagné. Ok. Demain, je vais faire plus que marcher, je vais trottiner. J'ai gagné. Et au fur et à mesure, c'est l'effet boule de neige. On est juste lancé. Alors, 50% de la réussite, quand on se fixe des objectifs, c'est pas la fixation de l'objectif. C'est pas l'idée. Ouais. C'est la mise en action. C'est le premier pas finalement. 50% de la réussite, c'est le premier pas. Si on fait pas ce premier pas, finalement, on n'est que des philosophes. On n'est que des philosophes. C'est vrai. C'est que de la philosophie. Donc il faut de l'action. L'action, c'est au moins le premier pas. Si le premier pas se fait, automatiquement, par élan, eh ben, automatiquement, on va avancer. On va peut-être ralentir, on va peut-être trébucher, mais c'est pas grave, on est lancé, on va reprendre le même process. Alors, on a bien compris tes activités. C'est quoi les projets là? J'ai entendu qu'il y a un gros projet qui se prépare pour l'année prochaine. Tu peux nous en parler rapidement? On peut en parler, oui, je sais pas si on peut en parler, mais Tu dis ce oui, que il y a tu un gros veux. projet, donc c'est un événement, un grand événement sportif qui va réunir des champions d'hier, des anciennes légendes nationales, internationales, avec des célébrités actuelles Dans le football. dans le football. Donc cet événement-là va encore une fois réunir tout ce monde-là pour une cause caritative et dans un lieu prestigieux. Je ne sais pas si je peux dire encore le lieu, mais on va patienter. Ouais, on Soyez va patients, mais il y a du gros qui arrive. Bah, l'idée, c'est surtout de te suivre sur tes réseaux parce que je pense que tu vas faire les annonces. On pourra aussi te voir très prochainement à l'Alfix Cup, où tu es le parrain de cette édition. Il y a un événement qui est prévu en amont aussi avec des anciens joueurs professionnels. Donc ça peut être intéressant d'y participer. C'est le 5 juin au stade de la Rotonde à Strasbourg. Pourquoi tu participes à ce genre d'événement? Qu'est-ce qui t'anime? Ben, c'est aussi le fait d'être actif, Ouais. de retrouver un peu les anciens. Quand on parle des anciens, c'est de se retrouver un petit peu, de redonner vie un petit peu à ce monde-là. En fait, quand on passe de l'autre côté de la barrière, quand on arrête notre carrière, on dit que c'est une petite mort, mais moi, je ne le vois pas comme Ouais. ça. En fait, mais il y en a qui le pensent comme ça. Ouais. Donc, en fait, je généralise un petit peu ça en disant il faudrait que faire des événements, se retrouver le plus souvent possible, Ouais. parce qu'il y en a qui en ont besoin. Il y a beaucoup de dépressions qui s'installent quand on arrête. C'est soit jeune dans en le- plus. Oui, justement. Ouais. C'est jeune, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Ouais. On est retraité pour le meilleur des cas, encore aujourd'hui un peu plus tard, mais 35 ans, c'est le bout du monde dans le football. On connaît beaucoup de footballeurs qui deviennent entraîneurs. Donc la reconversion, il y a Ouais. pas mal de choses qui se font. Mais l'adrénaline et le monde professionnel manquent à beaucoup. Ouais. Et donc le fait de se retrouver dans ce monde-là, entre nous, plus ou moins, ça ravive des émotions, Ouais. des ressentiments et la joie de retrouver certains amis. C'est Parce qu'en fait, nécessaire. ce sont des amis Ouais. pour certains. Et donc, ça crée une synergie, de l'effervescence autour d'un événement qui est pour un laps de temps, un temps imparti, nous font revivre des émotions fortes qu'on a vécues durant notre carrière. Bah écoute, Yacine, on arrive sur la fin de ce podcast. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience, pour tout ce que tu nous as dit, des petites astuces aussi. J'espère que tout le monde ici aura été attentif à ça. On te retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. On peut suivre la Propulse Cup, la Propulse Academy, pardon, sur les réseaux. Merci à toi pour ce moment. Je te laisse le mot de la fin. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que qu'on soit entrepreneur, qu'on soit sportif ou pas sportif, le plus important, c'est de bouger, d'être actif et de se dire que les choses vont arriver. Et on a juste à s'adapter.
faut pas oublier une chose, c'est que la définition de l'intelligence, c'est sa capacité à s'adapter à son environnement. C'est surtout ça l'intelligence. Donc avançons dans la vie, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, et laissons les choses arriver à nous et réagissons en conséquence, même s'il faut les anticiper. Donc bougez et avancez vers votre rêve ultime. Restez actifs. Merci beaucoup, Yacine. On arrive à la fin de ce podcast. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci au public ici. Merci à Now Coworking de nous accueillir dans ce super endroit. Merci à toutes les équipes de Bimotion qui ont permis de tourner tout ça et qui ont assuré la technique. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast des Cafés.